Chaque jour, derrière les murs d'une prison, des hommes et des femmes purgent une peine. Mais ce n'est pas toujours les seuls à en subir les conséquences. Il y a aussi leurs proches, leurs enfants, et d'une certaine manière, la société tout entière. Au Canada, on dépense en moyenne 118 000 $ par année pour incarcérer une seule personne. Ça fait plus de 320 $ par jour. Et pourtant, selon Statistique Canada, près de 35% des personnes libérées récidivent dans les 2 ans. Dans certains cas, ce taux monte jusqu'à 50% chez les jeunes adultes. Alors il y a une question qui s'impose. Est-ce que la prison, telle qu'on la connaît, fonctionne vraiment? Depuis quelques années, on parle de plus en plus de peines alternatives à l'incarcération, avec des mesures comme les travaux communautaires, la surveillance électronique ou encore la justice réparatrice. C'est des approches qui cherchent moins à punir qu'à réparer, encadrer et réinsérer. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une peine alternative? C'est une mesure imposée par la justice qui permet d'éviter ou de réduire l'incarcération. Elle peut être utilisée avant une peine, comme une diversion, pendant ou après. Les objectifs sont clairs: réduire les coûts, désengorger les prisons et limiter la récidive. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui démontrent que certaines peines alternatives ont des taux de récidive jusqu'à 2 fois plus bas que la prison traditionnelle. Mais est-ce suffisant pour convaincre? Est-ce que c'est équitable? Et surtout, ces solutions sont-elles vraiment plus efficaces que l'incarcération? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui, et pour y voir plus clair, j'ai rencontré 2 spécialistes. Donc un directeur du corps professoral à l'École de la fonction publique du Canada, et c'est aussi un expert reconnu en droit et en politique pénale. Et de l'autre côté, une analyste au ministère d'Emploi et Développement social du Canada qui s'intéresse aux impacts sociaux et économiques de la réinsertion. Je m'appelle Justin Rousseau et vous écoutez Au-delà des barreaux, un podcast qui explore les rouages de la justice et les façons de punir autrement. Ce balado vous est présenté par Bracelet.ca, la première boutique en ligne de bracelets électroniques personnalisés. Purger une peine, c'est bien, mais le faire avec style, c'est encore mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Au-delà des barreaux. Donc, c'est le podcast qui explore en profondeur les enjeux de notre système pénal. Je suis Justin Rousseau, je suis un étudiant passionné par les sciences sociales et ensemble, on va se pencher sur une question fondamentale qui est: les peines alternatives à l'incarcération sont-elles réellement plus efficaces pour notre société? Donc, pendant les prochaines minutes, on va décortiquer ce débat complexe-là en 4 parties. Nous aurons la chance d'entendre les perspectives de 2 experts qui ont des visions opposées, puis on va essayer de démêler les fils de cette discussion à travers la sociologie, la science politique et la psychologie. Donc, pour défendre la position selon laquelle l'incarcération demeure la solution la plus efficace, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Rousseau, qui est directeur du corps professoral à l'École de la fonction publique du Canada, et c'est aussi un expert reconnu en droit. Monsieur Rousseau, bienvenue à Au-delà des barreaux. Merci beaucoup, Justin, de l'invitation. Je suis content de partager mon point de vue ici là, sur cette question cruciale. Et aussi pour apporter la perspective des peines alternatives et de la défense des droits humains, nous avons aussi Nancy Bouffard, qui est une analyste principale au ministère d'Emploi et Développement social Canada. Madame Bouffard, un grand merci d'être ici avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là aussi pour défendre une approche que je crois essentielle pour une société plus juste et efficace. Merci. Donc, vos expertises sont quand même inestimables pour éclairer notre discussion. Donc, dans la prochaine partie, on va aborder des questions liées à la science politique, sociologie et psychologie pour confronter nos points de vue. Parfait. Donc, commençons par la science politique. Monsieur Rousseau, selon vous, jusqu'où l'État devrait-il aller pour privilégier des peines alternatives afin justement de réduire les coûts sans compromettre la sécurité publique? Justement, je pense que l'État a d'abord et avant tout le droit fondamental d'assurer la sécurité des citoyens. Ça devrait être sa priorité. C'est que la réduction des coûts, moi je pense qu'on devrait essayer de faire une réduction des coûts qui sont liés à l'incarcération davantage. On ne devrait jamais considérer la réduction des coûts comme... ça ne devrait jamais primer sur la responsabilité essentielle.
Alors, l'incarcération, des fois, ça reste la seule option qui est viable pour neutraliser un individu qui représente une menace sérieuse. Puis, avant de généraliser que les peines alternatives sont la solution pour des raisons économiques, je pense qu'on devrait évaluer rigoureusement leur impact sur la récidive puis sur la sécurité des gens. Alors, un recours excessif, selon moi, aux peines alternatives, ça pourrait être interprété comme l'affaiblissement de la réponse de l'État face à la criminalité, potentiellement même miner la confiance du public envers le système judiciaire et encourager certains comportements déviants même. Donc, pour vous, l'objectif, c'est vraiment l'incarcération? Bien, moi, je pense que dans certains cas, on n'a pas le choix. Je ne vois pas en quoi les peines alternatives pourraient être efficaces. OK. Donc, à votre tour, avez-vous quelque chose à répondre? Ben, tu sais, moi, je pense que tout d'abord, il faut redéfinir l'efficacité. Tu sais, la sécurité publique, ça se mesure pas juste par le taux d'incarcération. Tu sais, il y a les peines alternatives axées sur la réhabilitation, la réparation, la réintégration. Ça peut être à long terme plus efficace pour réduire la criminalité en s'attaquant aux causes profondes de la criminalité. Puis justement, tu sais, si on prend des investissements qui sont judicieux, on prend nos économies qu'on a réalisées en réduisant l'incarcération, ben là, on peut réinvestir tous ces fonds-là dans des programmes de prévention puis de soutien psychosocial, des suivis, tu sais, qui sont très rapprochés pour renforcer l'efficacité puis contribuer, tu sais, que la société soit quand même sûre. Puis, tu sais, c'est important aussi, là, l'innovation, l'adaptation. L'État, il doit être proactif là-dedans dans l'exploration de la mise en œuvre des peines alternatives, tu sais, qui sont différentes aussi. Puis, il faut que ça soit adapté, tu sais, aux différents types d'infractions. C'est pas toujours nécessaire d'incarcérer pour des délits qui sont peut-être pas aussi... tu sais, qui sont plus ou moins sécures. Il y en a que c'est comme... plus ou moins important dans ce cas-là. Donc, c'est un peu mon point de vue pour cette question. OK. Donc, pour vous, les peines alternatives puis l'aide de l'État, ça serait plus la solution? Ben, je pense que oui. OK. Merci. Donc, la prochaine question par rapport à la science politique, c'est de savoir si le pouvoir de punir est-il aujourd'hui utilisé pour protéger la société ou plus pour renforcer certains rapports de domination sociale et politique. Donc, je vais laisser la parole à Mme Bouffard pour commencer cette question-là. Ben moi, je pense que ça sert beaucoup à renforcer certains rapports de domination sociale et politique. Par exemple, les statistiques montrent une surreprésentation de certaines minorités ethniques et socio-économiques dans les prisons. Donc ça suggère que le pouvoir de punir peut être exercé de manière disproportionnée à l'égard de groupes marginalisés. Puis ça reflète et renforce des rapports de domination qui existent déjà. Puis je dirais aussi que le discours punitif peut parfois servir à détourner l'attention des problèmes socio-économiques qui existent déjà dans la structure, puis ça désigne comme des boucs émissaires, puis sans nécessairement s'attaquer aux racines de la criminalité. Je pourrais dire aussi que le développement puis l'application équitable de peines alternatives, ça peut être un moyen de contrer ces biais systémiques-là en offrant des réponses qui sont plus adaptées puis moins stigmatisantes. Ça favorise comme une justice qui est plus inclusive et réparatrice. OK. Monsieur Rousseau, avez-vous une réponse? Oui, je suis totalement en désaccord. Je veux dire, je comprends que ça pénalise certains groupes, mais c'est aussi, les statistiques ont démontré que certains groupes commettent plus d'actes criminels. Alors, tu sais, c'est pas d'être raciste de vouloir cibler certains groupes. C'est pas la faute de la justice et de la société si certains groupes commettent plus de crimes. Le pouvoir de punir, c'est nécessaire pour maintenir l'ordre social. Il faut protéger les citoyens puis protéger les victimes potentielles. Alors, l'incarcération vise d'abord à dissuader des comportements criminels puis de s'assurer que la société vive de façon pacifique. Alors, s'il n'y a pas de crime, s'il n'y a pas
de peine en prison, ben ça devient plus difficile de maintenir l'ordre. On vient d'une société molle, puis tu sais, d'abord aussi là, le pouvoir, il y a un cadre légal qui définit les peines, puis qui encadre la durée, etc. Système judiciaire, là, c'est pas nouveau, là. C'est que, oui, ça peut être imparfait, on a vu certains exemples, mais d'abord et avant tout, ça vise à garantir une application juste et équitable de la justice. Puis ça évolue avec le temps. La jurisprudence modifie ou adapte, nuance les lois là, qui sont à un plus haut niveau, mais la jurisprudence tient en compte aussi, tout comme la loi, les droits fondamentaux de certains groupes. Alors, ça témoigne d'une volonté de la société de s'adapter. Cependant, ça ne doit pas se faire au détriment du devoir de punir les comportements qui sont pas acceptés ou qui ne devraient pas être acceptés. OK. Je comprends, mais justement, est-ce que cette représentation-là des minorités dans les prisons, est-ce qu'il y a quelque chose à faire comme la prévention ou... Bien, justement, vous venez de le dire, je pense que l'idée, c'est de faire de la prévention et non pas de faire de la prévention avant que certains groupes commettent des crimes et non pas plutôt de dire on va y aller avec des peines alternatives. Alors, c'est d'agir avant qu'il y ait de la crime. Une fois que le crime est commis, ben là, il est trop tard. Il y a une punition. Tu peux pas... Il y a une conséquence aux gestes qui sont posés, tout simplement. Oui, mais je pense que justement, ça peut être les deux, de la prévention et après des peines alternatives aussi par la suite. Donc, tu sais, avec l'économie qu'on peut avoir fait en sauvant un petit peu dans les prisons, on peut prendre cet argent-là, une partie de cet argent-là pour faire justement beaucoup de prévention dans ces groupes qui sont un peu surreprésentés. Oui, je comprends. Pour la prochaine discipline, donc la sociologie, le premier concept dont on va discuter, c'est le contrôle social. Donc, est-ce que les peines alternatives sont-elles aussi efficaces que l'incarcération pour assurer un contrôle social puis prévenir la récidive, selon vous, Mme Fort? Oui, moi, je crois que les peines alternatives sont aussi efficaces, et même plus, parce que ça favorise surtout au niveau de la réintégration à la fin et le contrôle à long terme. Par exemple, les peines alternatives, en favorisant la réintégration sociale, ils s'attaquent aux facteurs de risque de récidive, par exemple la formation, l'emploi, le soutien psychologique. Tout ça, ça peut exercer un contrôle social qui va être plus durable puis efficace à long terme que juste la neutralisation temporaire de l'incarcération. Je pourrais ajouter également que certaines alternatives, comme les travaux communautaires ou la justice réparatrice, ça implique une responsabilisation active du délinquant. Puis cette réparation-là du préjudice causé, ça renforce l'adhésion aux normes sociales, puis ça réduit les risques de récidive. Je pourrais aussi ajouter que les peines alternatives offrent une plus grande flexibilité pour adapter la sanction aux besoins spécifiques du délinquant puis aux circonstances d'infraction. Comme ça l'optimise vraiment l'impact sur leur comportement. OK. Très bon argument, merci. Selon vous, M. Rousseau, est-ce que justement les peines alternatives sont aussi efficaces que l'incarcération? Non, je crois pas du tout. Puis je serais même curieux là, d'avoir, j'ai pas les statistiques avec moi, mais je serais curieux de voir ceux qui commettent des crimes pendant qu'ils sont en train de faire des peines alternatives. Là. Moi, je veux dire, l'incarcération, ça l'assure de neutraliser immédiatement quelqu'un qui est dangereux, puis ça l'empêche de commettre d'autres crimes pendant sa détention. C'est que la menace d'emprisonnement, ça constitue une forme de contrôle social dissuasif pour l'ensemble de la société, pas juste pour la personne. Il y en a qui le voient, puis il faut que tu aies peur de vouloir aller en prison. Ça me ferait, mais je compare ça des fois à quand on élève un enfant. On l'envoie dans sa chambre. Va dans ta chambre, puis on ferme la porte. On lui dit-tu, « Ah non, reste ici avec nous, mais ne parle plus. » C'est une méthode éprouvée qui démontre bien qu'il faut l'isoler du reste de la société,
puis lui permettre de faire sa peine pour qu'il y ait une prise de conscience. Si les peines alternatives, c'est des peines qui semblent, en tout cas, plus, je vais dire, douces, si ça n'a pas d'impact, je trouve que ça n'empêche pas, ça dissuade personne de faire des crimes. C'est que pour moi, c'est clair quand tu vas en prison, qu'il y a une sanction, c'est défini, c'est clair pour tout le monde. Puis la perception de la sévérité, ça joue un rôle important dans le maintien de l'ordre. Puis il y a des limites, là, je pense, aux peines alternatives. Il y a des individus qui présentent un risque pour la sécurité publique. Puis des peines alternatives, pour moi, c'est insuffisant. Sinon, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent faire une récidive. Très intéressant, merci. J'ai beaucoup aimé l'analogie avec l'enfant. Mais pour rajouter à votre argumentation, tu sais, au niveau, il y a des délinquants, des crimes qui sont commis, c'était pas nécessairement quelque chose de voulu. Je veux dire, même si on l'aurait dissuadé, c'est quelque chose qui est arrivé des fois comme ça. Puis juste les incarcérés qui côtoient d'autres criminels de plus graves, par exemple, après ça, quand ils reviennent, ça va être plus difficile de se réadapter quand ils vont revenir dans la société. Ils vont avoir adopté des comportements de ces autres criminels qui côtoyaient. Oui, mais au moins, ils vont avoir été isolés du reste de la société. Je comprends l'impact personnel, mais moi, j'utilise plutôt l'impact sur la société en général. Qu'est-ce qui est mieux pour la société en général versus qu'est-ce qui est mieux pour cette personne-là, individu. On le dit souvent, les prisons, c'est l'école des criminels. Je comprends ça. Mais quand il est là-bas, il est avec d'autres criminels et il ne nuit pas à la société. Parfait, merci. Donc maintenant, toujours en sociologie, le deuxième concept, c'est les stéréotypes. Donc, selon vous, comment les stéréotypes sociaux influencent-ils les décisions judiciaires en matière d'incarcération versus justement les peines alternatives, M. Rousseau? Moi, je pense que ça l'influence peu. Les décisions judiciaires là, sont basées sur la preuve qui est présentée au dossier. Les juges, là, c'est pas des fous, c'est eux autres qui décident. Ils ont une formation académique, ils ont de l'expérience. Ils regardent le dossier, la preuve qui leur est présentée, puis ils appliquent strictement la loi. Puis, ça minimise l'influence des préjugés personnels ou des stéréotypes là-dessus. Là. Puis si jamais, je comprends, là, quand il y a de l'humain, il y a toujours la possibilité il y a peut-être des biens conscients des fois, dépendamment de la personne. Mais encore là, on parle de personnes dont la profession est basée pour prendre des décisions objectives. Là. Mais c'est possible, puis c'est justement pourquoi il y a des contrôles d'appel puis des contrôles judiciaires qui sont possibles. Quand il y a une perception de partialité ou perception qu'un des principes de droit ou de justice, principe de justice naturelle qui n'a pas été reconnu, c'est possible d'aller en appel d'une décision. Mais de là à penser que les stéréotypes ont joué un rôle, je pense que c'est dans de très, très rares cas. Par exemple, je pense que aussi, il y a peut-être eu des disparités dans le passé là, sur la longueur des peines d'incarcération. Puis les gens, la population, ils sont pas toujours s'opposent à ça. Mais des fois, la décision comme telle, là, elle prend en compte un paquet de facteurs. Le juge, là, il n'a pas à justifier tout. Puis il prend en compte les contextes socio-économiques et il comprend la jurisprudence, etc. C'est que la perception du public versus ce qui est fait, là, je pense pas que T. Joe dans la rue, là, il a vraiment eu connaissance de l'ensemble du dossier quand on voit une peine. Alors, c'est ça. OK, parfait. Puis, avez-vous une réponse, Mme Fort? Moi, je pourrais dire que oui, il y a des biais implicites, puis il y a des décisions qui sont un peu différenciées. Il y a des études qui ont montré que les stéréotypes qui sont associés à certaines catégories de population, par exemple l'ethnicité, le statut socio-économique, ça peut influencer les perceptions des juges, des jurys. C'est des personnes humaines qui ont déjà comme toute une atmosphère au niveau de leur statut économique, tout ça. Donc ça conduit des fois à des décisions qui sont plus sévères. Si on comparait le même crime, on pourrait voir des fois que l'infraction sont similaires, mais sont différentes selon qu'ils appartiennent à un groupe ou à un autre. Je dirais aussi, il y a un impact sur la perception de ce risque-là.
Les stéréotypes, ils peuvent fausser l'évaluation du risque de récidive. Donc, ça conduit ça à une plus grande propension à incarcérer des individus qui sont issus de groupes vraiment qui sont stigmatisés, même en l'absence de preuves concrètes d'un risque qui va être accru. Puis on pourrait dire aussi, c'est important de sensibiliser les acteurs du système judiciaire aux effets des stéréotypes. C'est pour ça que c'est important de mettre des formations qui sont vraiment spécifiques pour contrer les biais implicites puis de promouvoir des décisions qui sont vraiment plus équitables en matière de peine alternative. Ben oui, ils en ont de la formation. Ils ont de la formation obligatoire. Là. Tous les juges ils ont ça. Ouais, ouais. Puis justement, ça me fait penser... on voit de plus en plus justement l'intelligence artificielle qui arrive. Puis il y a même des gens qui se demandent la question si justement cette intelligence artificielle-là pourrait remplacer les juges puis les décisions judiciaires. C'est-tu quelque chose à quoi vous avez déjà pensé? Oui, on en parle, on a des discussions. À court terme, ça serait difficile. Okay? Il y a encore des risques associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais je pense que éventuellement, très rapidement, en fait, ça avance tellement rapidement, justement, que je pense qu'on pourrait arriver à un point où est-ce que, justement, l'intelligence artificielle va prendre une décision. Et là, j'espère que cette fois-là, on va dire que c'est pas empreint de préjugés. Là. Ça va être en mesure de remplacer un juge qui peut-être va juste accompagner l'outil ou s'assurer de vérifier. Puis, ça va permettre de désengorger peut-être les tribunaux en étant en mesure de rendre des décisions plus rapidement. Là. Ouais. Moi, je suis pas d'accord parce que l'intelligence artificielle, ça remplacera jamais vraiment le jugement d'un individu. Puis, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est des modèles qu'on entraîne avec des bases de données, tout ça, mais faut vraiment faire attention aux biais inconscients qu'on peut créer justement dans ces modèles-là. Ouais, parfait, merci. Donc, ensuite, pour la dernière discipline, donc la psychologie, le concept, c'est justement la perception. Puis, j'aimerais savoir pourquoi la perception publique favorise-t-elle parfois l'incarcération au détriment de solutions alternatives? Ben, je pense que l'opinion publique veut justement qu'il y ait une forme de justice, puis qu'elle soit l'incarcération pour punir les coupables, puis les voir payer de leurs actes. Parce que justement, les peines alternatives, ça peut être perçu des fois un peu comme étant trop clémente. Alors, je sais pas, mais moi, je suis un père de famille. Si mon enfant était victime d'un pédophile, j'aurais pas mal de misère à ce qu'il soit dans une peine alternative en train de peinturer les murs d'une école. J'exagère un peu. Alors que je m'attendrais, c'est qu'il y aurait vraiment qu'il soit en prison puis isolé du reste de la société. Alors, je pense que pour, justement, si on veut que les criminels potentiels aient peur puis ne commettent pas de crime, ben on doit envoyer ceux qui commettent un crime en prison. C'est que face à la peur, l'incarcération, c'est donc perçu, d'après moi, comme la mesure la plus directe, la plus rassurante pour protéger la société. Puis c'est la plus efficace à long terme pour réduire la criminalité. Oui, mais les médias, ils ont souvent tendance à sensationnaliser la criminalité, puis à mettre en avant des cas de récidive après des peines alternatives. Comme ça renforce une perception négative de ces mesures-là. Les discours politiques peuvent également exploiter la peur pour justifier des politiques qui sont plus répressives. Si on pense à l'influence des médias, par exemple, Facebook, si quelqu'un regarde, par exemple, un cas particulier, bien souvent après ça, ils vont avoir tendance à regarder un peu toujours du même côté de l'opinion. Ils regardent, et puis c'est ça qui va toujours se répéter un peu aussi là, dans les médias. C'est ça aussi un peu là, les biais. Ouais, les médias démontrent aussi des fois quand les peines sont trop clémentes de prison. C'est un peu la même chose. Oui, mais un peu différent, je dirais. Puis tu sais, nos biais cognitifs, ils peuvent nous amener à privilégier des solutions qui sont perçues comme plus dures, tu sais, immédiates, l'incarcération, plutôt que des approches qui sont plus complexes, puis c'est plus à long terme, tu sais, les alternatives, même si ces dernières sont plus efficaces. Parfait. Justement, ça a été prouvé que les peines alternatives sont plus efficaces en réhabilitation. Puis je comprends justement la peur des familles que lorsqu'un criminel
ou un pédophile fait quelque chose à leur enfant, on veut pas le voir à l'extérieur. Mais si ça diminue le risque qu'ils refassent ça, est-ce que ça resterait quand même une bonne solution? Ben, je pense que le public manque peut-être un peu d'informations, c'est sûr, sur le fonctionnement et l'efficacité des peines alternatives. Mais il n'en reste pas moins que leur opinion, puis l'opinion des criminels potentiels, c'est que euh, les peines alternatives sont plus souples que les vraies peines. Puis si tu veux dissuader la criminalité, c'est par des vraies peines. Oui, mais c'est important de communiquer de manière vraiment claire, transparente sur les objectifs, puis le fonctionnement, puis les résultats des peines alternatives pour changer la perception du public. Comme ça va favoriser une adhésion qui est plus éclairée pour de ces mesures-là. OK, parfait. Merci. Donc, pour continuer sur la même lignée avec la psychologie, le deuxième concept, c'est l'influence sociale. Donc, est-ce que les peines alternatives permettent vraiment de modifier durablement les comportements déviants grâce à l'influence sociale positive? Oui, le rôle des modèles prosociaux est vraiment important dans la réhabilitation. Par exemple, les peines alternatives, comme les travaux communautaires qui sont encadrés, ou le mentorat, ou par exemple la participation à des groupes de soutien, ça expose vraiment les délinquants à des modèles prosociaux et des valeurs positives. Ça favorise l'apprentissage de nouveaux comportements puis la remise en question des anciens comportements. Aussi, ça crée des liens sociaux positifs. La réintégration dans la communauté à travers des peines alternatives, ça permet de reconstruire les liens sociaux positifs. C'est essentiel pour le développement d'une identité non délinquante puis soutien à long terme du changement de comportement. Tu sais, l'influence sociale positive, là, lorsqu'elle est combinée à des interventions psychologiques et éducatives adaptées, ça peut vraiment favoriser l'internalisation des normes sociales puis des valeurs prosociales. Comme ça, ben, ça conduit vraiment à des changements qui vont être plus durables puis autonomes. OK, merci. Monsieur Rousseau, avez-vous une idée? Ben moi, je pense que ça débute d'abord et avant tout par la volonté individuelle de la personne qui pourrait être aussi incarcérée en prison puis décider de changer de comportement. Je pense que c'est pas juste parce qu'il est en peine alternative qu'il décide de modifier son propre comportement. Ça dépend de la personne puis c'est son désir propre. Puis, moi, je pense que malgré un encadrement social, les récidives, il y a toujours un grand risque, puis j'aime mieux que ce soit pas fait, que le risque soit pas fait pendant que la personne purge une peine alternative dans la société. Je pense que l'incarcération, c'est la façon de prévenir de nouveaux dommages. Puis, l'influence sociale positive ne peut pas toujours compenser pour quelqu'un qui a vraiment des comportements déviants profondément ancrés dans elle. Donc, ça dépend un peu de l'individu. Puis, d'abord et avant tout, avant de penser que les peines alternatives ont un si grand rôle à jouer dans ces cas. Donc, monsieur et madame, en conclusion de ce débat, si vous avez une dernière chance de convaincre l'autre de la validité de votre approche, ça serait quoi votre argument principal? Puis si vous avez d'autres choses à rajouter, je pense que c'est le moment. Oui, ben merci, mais tout d'abord, je pense que je vais avoir de la misère à convaincre Mme Bouffard. Là, dans le contexte préélectoral qu'on est, je suis pas mal sûr que Mme va voter libéral par ses idées. Puis moi, d'après ce que j'ai dit, je pense que c'est assez clair que j'ai plutôt des idées conservatrices. Mon argument principal cet après-midi, il a demeuré sur la primauté absolue de la sécurité publique d'abord et avant tout. Donc, même si les peines alternatives, j'en conviens, j'ai exagéré parfois un peu des fois tantôt, mais ça peut avoir leur place dans certains cas, notamment pour des infractions mineures, puis des délinquants à faible risque. Mais c'est illusoire de penser que ça peut substituer efficacement à l'incarcération dans la majorité des situations, puis surtout, mais surtout quand il s'agit de crimes graves, puis de récidivistes endurcis. Le devoir de l'État, l'État a le devoir de protéger ses citoyens, puis les peines de prison, l'incarcération, malgré les coûts, restent l'outil le plus fiable pour neutraliser
c'est les criminels ou les criminels potentiels. Puis ça envoie un message clair. Parfait, merci. Et vous, Mme Faure, avez-vous un dernier argument ou votre argument principal? Oui, ben de mon côté, moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que notre obsession pour l'incarcération, non seulement c'est coûteux, puis c'est souvent inefficace en termes de réduction de la récidive, mais ce que ça fait juste perpétuer les inégalités sociales, puis ça bafoue aussi des principes fondamentaux de dignité humaine. Les peines alternatives, lorsqu'elles sont intelligemment conçues puis correctement mises en œuvre, ben ça a vraiment plus une voie prometteuse vers une société qui est plus juste puis qui est plus sûre à long terme. Il faut voir vraiment à plus à long terme. Quand on s'attaque aux causes profondes de la criminalité, ben on favorise plus la réhabilitation puis la réintégration. Puis ça les responsabilise plus, les auteurs des crimes. On investit dans un avenir où la criminalité va diminuer durablement plutôt que de juste se contenter d'entasser tous les individus derrière des barreaux. Il est temps de dépasser vraiment nos préjugés et d'embrasser vraiment une approche qui va être plus humaine et plus efficace de la justice. Mais je voudrais juste ajouter que si ça coûte si cher, si les prisons coûtent si cher, c'est peut-être ça le problème et non pas le fait qu'on devrait penser à des peines alternatives. Je veux faire attention là, à ce que je vais dire, mais je pense que les prisonniers dans les prisons québécoises, canadiennes, sont quand même bien. C'est peut-être ça l'enjeu. Puis ça, c'est une autre question. Ça sera pour un prochain podcast, peut-être, Justin, mais je pense que c'est peut-être là le problème. C'est qu'il ne faut pas mélanger les coûts puis dire « Ah, c'est mieux de faire des peines alternatives. » Alors, c'était juste ce que je voulais ajouter. Parfait, merci. Puis oui, c'est sûr que ça serait une bonne idée pour un nouveau podcast. Donc, c'est ce qui conclut le débat et le podcast d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à Mme Faure, justement, pour votre position plus humaine. Puis, merci, M. Rousseau, justement, pour votre position un peu plus tranchée. Là. J'ai vraiment apprécié passer cette heure-là avec vous. Merci, ça m'a fait plaisir. Tu peux m'inviter n'importe quand à un prochain podcast de Au-delà des barreaux. Oui, bien sûr, avec l'idée que vous avez donnée un peu plus tôt. Là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir, merci.